Donc le principe des rencontres, vous le connaissez, on fait venir régulièrement des réalisateurs, des comédiens, des critiques de cinéma pour venir parler des films qui nous marquent ou qui nous ont marqués. Et donc là, aujourd'hui, on profite de la sortie d'un livre qui est sorti il y a quelques semaines, voire quelques mois, qui s'appelle Prodige d'Arnold Schwarzenegger, qui a été écrit par Jérôme Momcilovic, dont je remercie. Je te remercie d'être venu jusqu'à nous. Tu connaissais déjà la boutique. Juste en quelques mots, je rappelle que tu es diplômé de sciences politiques. Je ne sais pas si c'est important. Journaliste, critique de cinéma, que tu diriges les pages cinéma du magazine Chronique Art depuis 2006. Et que tu enseignes également à l'ESSEC. Les EC, pas l'ESSEC, pas une école de commerce, une école de cinéma. Et que tu interviens régulièrement à la télé dans l'émission qui s'appelle Le Cercle sur Canal+. Est-ce que tu es toujours dans le comité de sélection du festival de Belfort ? Non. Ça fait 4-5 ans que j'y suis. 4-5 ans que tu n'y es plus, d'accord. On prend les micros pour enregistrer en fait, pour avoir une captation. Voilà. Il marche. Ouais. Donc, voilà, on a découvert avec plaisir chez Capricci la sortie de ce livre sur Schwarzenegger. Alors c'est assez, c'est pas si commun que ça de sortir des livres sur des figures un peu iconiques comme ça du cinéma hollywoodien. On a l'impression qu'on les connaît très bien, qu'on a vu tous leurs films voilà, c'est des figures qui sont très familières. Après, se dire qu'on va écrire quelque chose, un ouvrage qui a quelque chose à dire en fait sur ces gens-là, c'est toujours une idée qui interpelle. Et donc, comment ça t'est venu déjà, quel est peut-être le premier film d'Arnold Schwarzenegger que t'as vu, toi qu'est-ce que dans ton imaginaire, où est-ce que se place ce comédien, ce personnage? Écoute, il me semble. Après, il y a évidemment un fait générationnel, puisque c'est à peu près ma génération, la grande époque des films de Schwarzenegger, et il me semble que je l'ai découvert avec une projection de Terminator 2 en salle à l'époque, donc au tout début des années 90. Après, c'était pas souvent quand on m'interroge sur le livre là ces derniers temps, il y a un réflexe très légitime, je pense, mais les gens ont envie que je leur explique que c'était mon idole d'enfance et que je suis revenu à la source C'est pas exactement ça. Disons que de fait, il a fait partie de la constitution de ma cinéphilie quand même. Mais tu vois, quand tu disais c'est une icône culturelle, tout le monde le connaît, mais ça peut être surprenant justement de vouloir aller ausculter un peu ça. Ausculter, c'est vraiment le mot pour lui. Et justement, je crois que c'est ce qui m'intéressait dans l'idée de faire un livre de cinéma, c'est-à-dire de partir de quelque chose d'aussi imposant, disons, dans l'inconscient collectif, qu'on a l'impression de tous connaître, de très bien connaître, et pour révéler peut-être qu'on connaissait pas si bien que ça, en tout cas qu'on réalisait pas, par exemple, puisque ça a été le point de départ, qu'il y a vraiment une œuvre à part entière. C'est-à-dire que maintenant que cette filmographie est à peu près bouclée, il continue à faire des films aujourd'hui, mais enfin on est quand même. Il est quand même passé par la politique. Voilà. Ouais. Et puis même sans parler de ça, parce qu'il il est beaucoup moins occupé en politique. En tout cas, il a plus de poste aujourd'hui, mais disons que son retour à Hollywood est quand même très discret, on peut dire. C'est-à-dire qu'il fait au moins un film par an, mais ce ne sont pas des films très très notables pour la plupart. Donc voilà, ce moment qui commence au début des années 80 et qui se termine à la fin des années 90, c'était un objet, c'était un matériau au sujet duquel il me semblait évident qu'il y avait matière à aller ausculter, donc un peu. Et alors c'est intéressant parce que tu ouvres ton ouvrage par c'est cette idée de la première femme et le premier des hommes, comme si c'était une sorte d'Adam parfait entre le premier des hommes et le dernier et le surhomme. Il y a quelque chose comme ça du post-humain. C'est ce qui va traverser un peu ton ouvrage. Peut-être que tu pourrais nous raconter comment ça s'inscrit aussi dans une tradition hollywoodienne aussi. Cette question-là un peu du monstre. Alors, la première des femmes dont tu parles, pour le coup, c'est Dietrich. Il s'agit d'un film avec Dietrich, parce que le livre commence avec une double description, une description d'une scène d'un film que rend pas un des meilleurs Dietrich, qui est un film de William Dieterle qui s'appelle Kismet, mais c'est une des nombreuses apparitions de Dietrich à l'écran, et la scène, beaucoup plus connue aujourd'hui, je pense, de Terminator 2, qui voit le Terminator apparaître et puis rentrer dans cette espèce de bar Yankee. Et en fait, j'ai commencé par là parce que
je pense que le point de départ était assez théorique. C'était justement, quand tu évoques le post-humain, c'était vraiment ça. C'est-à-dire l'intuition que, au fond, ça nous parlait de ça, l'œuvre de Schwarzenegger. C'est-à-dire que ça nous parlait de nous, ça parlait de l'homme, du destin de l'homme, d'une manière qu'aurait eu Hollywood à ce moment-là de sublimer, de digérer un petit peu ces questions-là qui sont vertigineuses, et puis évidemment qui se déroulent sur fond de ce qui se passe concrètement dans les laboratoires, de tout ce qu'on appelle le post-humain, le transhumain. Est-ce que demain on va tous être des cyborgs? Est-ce qu'on n'est pas tous déjà des cyborgs? Bref. Donc il y avait toutes ces questions très théoriques, et en même temps, je voulais vraiment partir d'une question de cinéma. Parce que sinon pour moi ça n'avait pas d'intérêt de faire un livre théorique dans le dos un petit peu de Schwarzenegger et de ce que les spectateurs avaient pu ressentir devant ces films, et moi parmi eux. Et très vite, je me suis dit que la clé, c'était la question de l'apparition, justement, comme un geste purement hollywoodien, qui nourrit notre goût pour les images hollywoodiennes depuis toujours, et qui est ce spectacle un peu frankensteinien, je crois que je le présente comme ça dans les premiers chapitres, c'est-à-dire cette double émotion qui est à la fois alors vraiment l'émotion élémentaire du cinéma, de voir un corps à l'écran qui est un miroir d'une autre. Ça, c'est vraiment la pure origine du cinéma, la fonction du cinéma. Et en même temps, un corps qui serait extraordinaire, qui nous dépasse complètement, qui nous emmène, qui nous projette complètement ailleurs. Et il se trouve, c'est un peu un hasard, mais que quand j'ai commencé à réfléchir à ça, c'est le moment où j'ai découvert assez tardivement du coup les films de Joseph von Sternberg, donc avec Dietrich. Et dans ces films-là, évidemment, la question de l'apparition de Dietrich, c'est un truc absolument déterminant. Et il y avait, j'imagine qu'il y avait une petite malice de ma part aussi de commencer, parce que ça m'amusait de commencer par Dietrich pour parler de Schwarzenegger. Mais je pense qu'au-delà de cette malice, je suis vraiment convaincu qu'il y a un point commun, et que Schwarzenegger fait partie de cette longue et très belle histoire des monstres à Hollywood, c'est-à-dire des acteurs qui... Tout le spectacle est déjà joué au moment de leur apparition, et d'ailleurs c'est toujours ce qui se passe de plus intéressant chez Schwarzenegger, qui est pas, on en parlait il y a 2 minutes ensemble, mais qui est sûrement pas un des plus grands acteurs de l'histoire d'Hollywood, mais qui est de fait un des corps les plus intéressants dans l'histoire d'Hollywood, et parce que je pense qu'à chaque fois, à chacune de ces apparitions, il nous ramène à quelque chose qui est vraiment le cœur du spectacle hollywoodien et peut-être du cinéma. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais commencer sur cette question de l'apparition, parce que c'est vraiment, il me semblait que c'était c'est vraiment l'émotion primitive au cinéma, hein, c'est-à-dire le plaisir et même la jouissance qu'on a à voir apparaître un corps comme ça qui soudain fige le film et puis résume le principe même du cinéma, quoi. Et tu parles du premier film ou d'un film de Mario Bava qui a impressionné Schwarzenegger lui-même. C'est-à-dire qu'il a un peu décidé à vouloir avoir ce corps, à vouloir sculpter aussi son corps. Peut-être que tu peux nous en parler. Je ne sais pas si c'est une légende. Après, il y a toujours un côté légende dans ses autobiographies. D'ailleurs, je m'en suis tenu. Enfin, c'est pas qu'il faut se méfier de ce que raconte Schwarzenegger, parce que ce qui est intéressant justement, c'est la façon dont il raconte les choses. C'est-à-dire, c'est évidemment un mythe. Quand on lit sa biographie, qui est une espèce de pavé pas possible, qui s'appelle Total Recall, qui est très intéressant, il est évident que c'est quand même beaucoup du storytelling, et notamment sur son enfance autrichienne, c'est vraiment le scénario parfait du rêve américain. Et il raconte, et justement c'est là où on peut effectivement avoir un doute, c'est que selon les biographies, il est fait mention en général de ce film-là de Bava, qui s'appelle Hercule contre les vampires, qui est un beau péplum de Bava, dans lequel il n'y a pas du tout de vampires, mais ça c'est la joie des traductions. Voilà. En tout cas, c'est un film qui se passe vraiment 6e sous-sol de l'enfer, quoi. Et dans d'autres, et notamment dans la sienne, dans Total Recall, je crois qu'il évoque un film de Kotafavi, plutôt, qui est un autre Hercule, mais qu'importe, parce qu'évidemment, ce qui l'intéresse, lui, c'est pas Bava, c'est Reg Park. Reg Park, c'est l'acteur qui joue dans le film de Bava, et dans l'autre aussi, qui a été Mister Univers, qui était donc un modèle à la fois comme bodybuilder, et puis surtout comme bodybuilder qui a pu faire une carrière, alors qui est sans commune mesure avec celle de Schwarzenegger, hein, qui va devenir la star hollywoodienne des années 90. Reg Park, je pense que pour la plupart des cinéphiles aujourd'hui, il évoque pas grand-chose. Dans Bava, oui, mais Reg Park, pas tellement. Mais pour lui, il y avait cette idée-là, c'est-à-dire lui en Autriche, gamin, qui grandit dans un cadre vraiment assez miséreux, sans grande perspective. En gros, c'est ce que je raconte un peu dans les premiers chapitres, c'est que c'est un gamin qui rêve d'Amérique, ce qui, a priori, est un peu banal, mais qui va arriver très littéralement d'Amérique, c'est-à-dire qui rêve de grandes choses. Qui fantasme devant ses manuels scolaires ou au cinéma devant les bandes d'actualité, devant les frigos gigantesques américains, devant les bagnoles, devant les gratte-ciel, et qui se met en tête, au fond, alors il ne le présente pas exactement comme ça, mais au fond c'est ça la logique, de devenir lui-même énorme pour pouvoir, comme s'il s'agissait de s'ajuster aux dimensions de son rêve finalement d'Amérique. Et c'est exactement ce que va être le bodybuilding pour lui. Et donc Reg Park, dans ce film, c'est plus une confirmation finalement d'un désir qu'il a déjà, de l'idée qu'il va pouvoir réussir en faisant ça, en devenant énorme, littéralement.
On va pas faire sa biographie année par année, mais il y a quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu structures quand même ton ouvrage à travers des chapitres que tu appelles des miroirs, parce que le miroir c'est important, parce que il y a quelque chose par rapport à l'image de soi, et tu vas le décliner à travers des films, mais à travers ça va nous faire des entrées thématiques aussi, et tu nous parles quand même d'un livre qui a été important pour le début de sa carrière, qui s'appelle Pumping Iron, c'est un livre et un film à la fois. Un livre et un film, mais qui va le présenter et qui va l'introduire aussi à tout ce monde-là hollywoodien, qui va être le début de ce qui va être sa notoriété et le début de sa carrière. Oui, qui va même, en fait, avant de lui ouvrir les portes d'Hollywood, parce qu'il a déjà essayé de rentrer un tout petit peu quand même dans le monde du cinéma. C'est Monsieur Olympia, déjà, il a été Monsieur Olympia. Il a été donc Monsieur Univers, Monsieur Olympia. Je crois que toujours aujourd'hui, moi je suis pas un spécialiste du bodybuilding en soi, mais je crois qu'il est toujours considéré aujourd'hui par ce milieu-là comme un modèle vraiment. Moment de perfection totale. Bon, et en fait, il veut faire des films très tôt, donc notamment, je crois qu'on a prévu d'en passer un petit extrait. Il fait une apparition très courte et gaguesque chez Altman dans Le Privé. Alors, on le voit dans quelques téléfilms, on le voit ici et là. Il fait un premier film, surtout complètement invraisemblable, une série Z qui s'appelle Hercule à New York. Dans lequel il joue Hercule qui, fâché avec Zeus, est congédié en gros, enfin dégagé de l'Olympe comme ça et se retrouve à New York. Bon. Et en même temps, le film est une aberration totale, mais c'est intéressant parce que ça dit bien l'embarras des studios, des producteurs à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que raconter vraiment le débarquement complètement impromptu de ce corps-là qui de toute façon tient pas dans l'image, qui ressemble à rien d'autre, qui ressemble à aucun autre corps. Comment est-ce qu'on peut faire ça autrement qu'en jouant littéralement l'idée de c'est la mythologie qui tombe en plein monde réel, quoi. Bon. Et Pumping Iron vient en fait un peu après. Mais Pumping Iron, c'est le film qui va... l'ambition de l'auteur et réalisateur, c'est de faire découvrir le bodybuilding à l'intelligentsia, pardon, c'est dur à dire. C'est-à-dire de sortir un peu le bodybuilding de cette réputation un peu honteuse, un peu fascinante, mais c'est vraiment un truc de freaks quand même. Et Pumping Iron va servir à ça. C'est-à-dire que soudain, Schwarzenegger va devenir un objet d'intérêt pour des gens qui ne se seraient absolument pas intéressés jusque-là au bodybuilding, et il va un peu servir de cheval de Troie comme ça, et du coup d'éclaireur aussi pour les années 80, c'est-à-dire pour toute la vogue du fitness, pour tout ce qui correspond vraiment à la notion du corps dans les années 80 américaines. Alors on va pas passer un extrait du Privé parce qu'il est un peu trop court, mais par contre il y a d'autres extraits qui sont prévus. Tu m'interromps, tu me dis quand tu veux qu'on lance un extrait. On a des extraits de Terminator, de Total Recall, de Last Action Hero et de Conan aussi, donc n'hésite pas. Et c'est intéressant ce que tu écris, je trouve, sur la question du corps qui n'est pas une préoccupation seulement des années 80, hein, tu remontes à Jules-Édouard Marais, qui s'intéressait au corps en mouvement aussi, comment pendant le début du siècle, on s'est intéressé à un corps performant, au développement comment augmenter le rendement humain, et comment ce corps qui est antique, c'est aussi un corps qui rejoint des idéologies, l'idéologie fasciste, un corps aussi glorieux. Il y a toujours, on flirte aussi toujours avec ce corps-là aussi. Donc peut-être que tu. Sur Marais, sur Étienne Jules Marais, ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, je te disais, les producteurs, les agents américains des années 70 sont embêtés, savent pas quoi faire de lui, et en même temps, ce qui leur échappe, c'est que non seulement Schwarzenegger a fait pour le cinéma, mais on pourrait presque dire que le cinéma vient de Schwarzenegger, au sens où le cinéma vient de cette notion-là du corps, de ce qu'on n'appelle pas encore le bodybuilding, et encore quasiment, puisque il y a deux choses déterminantes dans la préhistoire du cinéma, disons, dans les années qui précèdent l'invention par les frères Lumière du cinématographe. C'est d'une part un petit film d'Edison qui essaie de populariser son kinétoscope à l'époque, donc on est vraiment au bord de la naissance du cinématographe, et il essaie de le populariser en filmant un culturiste qui est en fait un bodybuilder, puisque c'est lui-même l'inventeur du terme bodybuilding, qui s'appelle Eugène Sandow, et il le filme en train de faire des poses. Bon. Donc, d'une certaine manière, un des premiers films populaires, sinon le premier film populaire de l'histoire du cinéma, si on considère le kinétoscope, c'est un film sur un bodybuilder en train de faire des poses. Donc, tout était déjà là pour le succès de Schwarzenegger. Mais là où ça va encore plus loin, justement, avec Marais, c'est que quelques années avant, Étienne Jules Marais, donc, sans rentrer dans le détail de cette histoire, qui est un physiologiste français, dont on considère que c'est vraiment un des inventeurs du cinéma, puisque c'est celui qui va avoir l'idée
en même temps qu'un photographe anglais qui s'appelle Newbridge, de décomposer le mouvement humain par la photographie. Et évidemment, pour que s'invente le cinéma, il manque juste l'opération inverse, au fond, c'est-à-dire de reconstituer le mouvement, ou plutôt l'illusion du mouvement, en réassemblant ces images. Bon. Et ce que j'ai découvert pendant la rédaction du livre, c'est que, c'est ce que tu disais là à l'instant, c'est qu'en fait, ce travail-là, le travail de Marais, au Parc des Princes à l'époque, la station physiologique du Parc des Princes, était commandé, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord un enjeu politique, la Troisième République à l'époque, et dont l'ambition était de mieux comprendre le fonctionnement de la machine humaine, mieux comprendre le fonctionnement des muscles, pour pouvoir aussi mieux administrer le peuple, les ouvriers, les soldats, c'est-à-dire s'assurer, et c'est un des termes qui est employé à l'époque, quand on essaie de définir ce qu'on appelait l'anthropotechnie, de permettre un meilleur rendement de la machine humaine. Donc vraiment, Schwarzenegger, effectivement, ça implique de remonter jusque-là, c'est-à-dire jusqu'aux origines du cinéma, et en vérité encore plus loin, il faut remonter jusqu'aux origines de la médecine moderne, et là les extraits vont éclairer un peu ça, puisque cette question-là de la maîtrise du corps humain, elle commence en fait pendant la Renaissance, c'est-à-dire quand on ouvre officiellement, en tout cas pour la première fois, des cadavres, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc si tu veux, peut-être qu'on peut, puisque tu me le suggérais. En fait, j'ai pris, évidemment, c'était compliqué on ne pouvait pas prendre trop d'extraits non plus, mais j'ai choisi des extraits qui correspondaient un petit peu aux pistes, aux pistes que j'ai voulu explorer. Et on peut commencer par trois courts extraits en fait qui sont justement des apparitions de Schwarzenegger. Alors pas tout à fait, parce que le premier c'est Conan et c'est pas lui en fait, c'est l'épée de Conan, mais je vais y revenir. Et l'idée que justement, pour justifier l'incongruité de ce corps-là dans l'image, il va falloir, pour Hollywood, filmer ça à chaque fois comme une naissance, c'est-à-dire comme l'idée que c'est un corps absolument neuf, complètement inédit, qu'on n'avait jamais vu, qui dépasse complètement, donc ça rejoint la question du surhumain, qui dépasse complètement l'image qu'on a de l'homme. Et donc, évidemment, la naissance, bon, j'ai retenu l'extrait, mais c'est avant tout celle du Terminator, puisque c'est très explicite, hein, il arrive nu. Mais une naissance qui vient sans... Il n'y a pas de femme. C'est une naissance, on en reparlera après, mais c'est cette chose qui vient d'une matrice, on ne sait pas, mais qui vient d'un autre temps, mais qui... Justement, Conan va être très, très parlant là-dessus, parce qu'en fait, c'est vraiment la grande histoire du corps dans laquelle s'insère Schwarzenegger. Encore une fois, elle commence à la Renaissance quand on ouvre des cadavres pour comprendre comment ça marche. Et elle se poursuit aujourd'hui avec un horizon qui est celui de la fabrication industrielle de l'homme, c'est-à-dire le clonage, principalement. Et c'est l'idée que justement, on n'a plus besoin d'une femme. On n'a plus besoin, en gros, d'un organisme, on n'a plus besoin de la nature, puisqu'on va bientôt être capable de fabriquer de but en blanc le corps humain. Voilà. Et Schwarzenegger, et le Terminator en particulier, c'est vraiment la figure qui fait le lien entre ces deux moments-là, qui sont aussi vertigineux l'un que l'autre, de l'histoire du corps humain. On passe un extrait de on va peut-être enchaîner. C'est bien comme ils sont courts, justement, enchaîner. Donc Conan, le Terminator, donc le premier, voilà, Terminator 1. Et double détente. Alors, je crois qu'on l'a pas coupé, mais c'est vraiment au début. D'accord. Je pourrais peut-être guider. Là, alors, on calera double détente. Alors, donc, Conan, Terminator 1, et on calera double détente. High adventure.
Это не рука летейщика. Да, ты работаешь на литейном, то привык к жаре. Donc, alors, parle-nous de ces trois extraits. Bah, il y a beaucoup de choses. En fait, sur la question justement des apparitions qui sont des naissances, j'aurais pu en choisir beaucoup. Il y en a très évidents. Par exemple, au début d'une comédie qui s'appelle Jumeaux, qui est très intéressante à défaut d'être un très bon film. Mais au départ, on nous explique que le personnage de Schwarzenegger est le résultat d'une expérience génétique. Donc, on commence comme ça avec un travelling qui rentre dans un laboratoire de recherche génétique et on nous explique comment on a fait pour fabriquer un surhomme. Donc là, c'est très évident. J'ai pris Conan quand même parce qu'au fond, donc, comme vous l'aurez remarqué, c'est pas la naissance de Schwarzenegger, c'est la naissance d'une épée, mais au fond, ça revient au même. Et surtout, si j'ai choisi Double détente, c'est que il vous aura peut-être pas échappé qu'au fond, c'est la même scène dans les deux cas. C'est-à-dire que c'est la même fabrication dans le même genre d'endroit. On commence dans un four, un corps est rougi et finalement sa forme est fixée dans la neige. Donc il se passe exactement la même chose, qui confirme bien que l'épée c'est déjà Schwarzenegger dans Conan le Barbare. Qu'est-ce que c'est alors que l'apparition de Schwarzenegger c'est un spectacle, ce qu'on voit dans les disons au moins dans les deux derniers extraits. C'est un spectacle donc ça implique qu'il y ait quelqu'un pour le regarder. Donc Double détente c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment tous les reaction shots, tous les plans de réaction
sur les autres, parce que le spectateur, à l'époque, ces films-là, ne peut rentrer dans les films que par le biais de quelqu'un qui le regarde. Donc c'est vraiment l'idée du monstre, au sens de celui qu'on montre, hein, celui qui est là pour être exhibé, comme sur les scènes du bodybuilding, finalement. Et puis surtout, c'est quelque chose qui se dresse. Alors là aussi, c'est un point commun avec l'épée dans Conan. C'est-à-dire que c'est évidemment quelque chose d'éminemment phallique, ce qui est le propre de toutes les apparitions hollywoodiennes, mais ça vaut aussi bien pour Dietrich, hein, parce qu'on parlait de Dietrich tout à l'heure. Disons que le phallus, au sens de la puissance hollywoodienne incarnée, n'est pas réservée qu'aux hommes, hein, ouais. la beauté du spectacle hollywoodien aussi. Et puis surtout, quand je vous dis qu'il est là pour être montré, pour être exposé, ça c'est quelque chose qui touche au jeu de Schwarzenegger, parce que c'est quand même bel et bien du jeu. Vous voyez cette idée qu'on doit voir le Terminator, et c'est pareil dans la suite évidemment, qui sitôt arrivé va balayer comme ça le décor du regard. On voit bien qu'en fait ce geste-là a deux fonctions. Dans la fiction, l'idée c'est que le personnage balaye du regard l'horizon, et en fait, là où ça se joue vraiment, c'est-à-dire dans le rapport du regard du spectateur à ce qui se passe à l'écran, l'idée c'est surtout qu'il présente ces deux profils et qu'il est en train de s'exposer justement. Au fond, c'est pas du tout surprenant de ce point de vue-là que Conan commence avec l'idée de la naissance de l'épée, parce que le sujet de Conan le Barbare, c'est une sorte d'éloge de la technique, et dont la morale serait pour le personnage qu'il va falloir apprendre pour lui non pas à déifier la technique, c'est-à-dire l'épée, mais l'homme lui-même, c'est-à-dire lui, parce que l'homme c'est celui qui est capable de se prolonger dans la technique, justement. C'est l'image qui revient tout le temps dans Conan, de Conan tenant son épée à bout de bras comme ça, dans l'idée que c'est un seul et même corps, et que l'image de la puissance c'est ça, c'est l'homme prolongé dans la technique. Autrement dit, Conan c'est déjà un cyborg. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui commence vraiment pour Schwarzenegger avec Terminator, parce que c'est le moment où Hollywood comprend qu'il faut lui inventer des histoires, finalement, il faut le faire venir du futur, il faut en faire un robot, il faut en faire le résultat d'une expérience, il faut en faire un russe dans Double Entente, c'est-à-dire un extraterrestre pour l'Amérique de l'époque, il faut en faire un pur personnage de fiction dans la Section Hero, etc. Mais déjà dans Conan, au fond, il y a ce que sera vraiment le sujet de l'œuvre, c'est-à-dire l'idée du corps comme un outil, c'est-à-dire ce corps qui naît à la Renaissance, comme j'étais là avec Léonard de Vinci, avec André Vézal, c'est-à-dire un corps sur lequel on va pouvoir intervenir et qu'on va littéralement fabriquer exactement comme on coule l'épée ici dans le moule au début de Conan le Barbare. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que dans Terminator, Cameron, le premier rôle n'était pas destiné à Schwarzenegger. Il pensait à O.J. Simpson, j'ai appris ça, et il pensait à Schwarzenegger pour un autre rôle. En fait, pour jouer le gentil du film, entre guillemets, voilà. Le résistant humain. Donc il s'est pas imposé, ce corps-là s'est pas imposé même si O.J. Simpson, on imagine que c'était quelqu'un de massif et de voilà. Mais le corps de Schwarzenegger, c'est lui à force d'intervention, il a convaincu Cameron que ça devait être. En fait, c'est drôle parce que Cameron rencontre Schwarzenegger qui à ce moment-là a pas vraiment commencé sa carrière. Il a fait Conan, mais justement Conan, typiquement, c'est un péplum. Qu'est-ce qu'on lui propose au début des années 80 ? On lui propose un péplum à une époque où on n'en fait plus. Bon, donc pour sortir de cette ornière-là, on lui propose Terminator, et en fait c'est Schwarzenegger lui-même qui, spontanément, sans vouloir le rôle du Terminator, parce qu'il aura fallu un moment pour le convaincre, parce qu'il veut pas jouer le méchant en fait. C'est lui qui commence à expliquer à Cameron ce que devra faire l'acteur qui va être choisi pour jouer le robot. Autrement dit, il a une espèce de science comme ça, purement intuitive, de ce que devra faire un acteur pour jouer un robot. Et à ce moment-là, Cameron comprend quelque chose, il dit mais oui, je l'avais devant moi en fait, évidemment que c'est lui le robot. Et cette idée-là, alors ça c'est quelque chose qui paraît évident à tout le monde, Schwarzenegger c'est le corps machine, bon, mais en vérité c'est vraiment un sujet pour la filmographie, et c'est quelque chose qui va être détaillé vraiment de manière à la fois très riche et très complexe parfois dans certains films. Et pardon, juste un dernier mot, et puis ça nous emmènera tout à l'heure au deuxième extrait, c'est que cette idée que l'homme est en fait une machine, c'est pas une image du futur, justement, c'est quelque chose qui nous renvoie à ce fameux moment de la Renaissance, parce que qu'est-ce qu'on découvre quand on ouvre les corps pour la première fois ? On découvre qu'à l'intérieur, c'est une machine, justement. Oui. Donc le Terminator, c'est une machine cachée sous un homme, mais c'est un peu un secret de Polichinelle. C'est simplement revenir à cette évidence qui est à l'origine de la médecine moderne, que le corps humain, c'est une machine. Et si c'est une machine, comme toutes les machines, on peut la perfectionner, en gros. Et évidemment que Schwarzenegger intervient aussi dans ces années, et ça c'est pas anodin, dans les années 80, qui correspondent à un certain état de l'Amérique, c'est-à-dire que c'est une Amérique réganienne. Tu parles de ça, il y a déjà cet aspect-là, comment son personnage, sa personne va rencontrer une certaine Amérique et va être
va être une sorte d'icône de ces années où la virilité, la puissance, America's Back, toutes ces choses-là. On sait que l'Amérique sort des années Carter, d'années de politique étrangère faible, l'échec des otages en Iran, toutes ces choses-là, et l'Amérique a envie d'avoir des icônes fortes, quoi. Tu parles de Schwarzenegger, mais tu parles aussi de Stallone. Et pour toi, Stallone, ça n'a rien à voir. Stallone n'est pas du tout héritier, même si c'est un corps puissant, musclé. Pour toi, Stallone est un héritier du nouvel Hollywood. Tu le dis d'une certaine façon. Il en vient en fait. Il commence sa carrière dans ces années-là. Rocky, c'est un film qui à la fois annoncé les années 80 et qui en même temps est encore vraiment de plein pied dans les années 70 et dans ce qu'on appelle maintenant le nouvel Hollywood. Stallone, c'est quelqu'un qui fantasmait, qui rêvait de faire l'acteur studio, qui se voyait comme un successeur de Brando, etc., etc. En fait, pour essayer de résumer ça très brièvement, l'idéologie réganienne, telle qu'on la connaît, telle que Reagan lui-même l'exposait, c'est une sorte de rapport permanent entre le passé et le futur. Pourquoi le passé ? Le passé, c'est en gros enjamber la parenthèse maudite des années 60-70 et revenir à une image perdue de la puissance américaine. Et le futur, c'est... Reagan lui-même le disait, il disait je n'ai pas un goût pour le passé par nostalgie, j'ai un goût pour la façon qu'avait l'Amérique dans le passé de regarder vers son futur. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend vraiment ces deux icônes quand même de ce moment-là dans l'histoire du cinéma hollywoodien, Stallone c'est vraiment le passé, c'est-à-dire que c'est à lui que sera revenue la responsabilité d'aller chercher le mythe américain avant justement Rocky, c'est vraiment ça. Rocky, c'est essayer de retrouver Capra dans les années 70. C'est les pères fondateurs, quoi. Exactement. Voilà. C'est tout le mythe de jeffersonien de la démocratie américaine et du peuple. C'est ce qui est beau d'ailleurs dans la filmo de Stallone, c'est que c'est une œuvre très populiste, mais dans un sens très classique. Tu y vois même une figure christique, quoi. C'est une figure totalement. Le premier Rocky commence sur une image du Christ, hein. Il descend comme ça jusque vers Rocky sur le ring. C'est une image christique parce que c'est les personnages de Stallone, surtout dans Rocky, c'est toujours l'idée d'un corps c'est toujours une passion, mais au sens chrétien. C'est un corps qui souffre pour racheter les péchés de l'Amérique. Au fond. Rocky, c'est vraiment ça. Et Schwarzenegger, lui, va hériter de l'autre pan, en gros, de cette idéologie-là. Voilà. C'est-à-dire que lui, c'est purement et simplement le futur. Parce qu'on peut pas, lui, encore une fois, il peut pas, et d'ailleurs, bien sûr qu'il a incarné l'idéologie de la puissance des années Reagan, etc., mais il a jamais joué le rêve américain, enfin, jamais jusqu'à, disons, la fin de la première partie de sa carrière, jusqu'aux années 2000, il a jamais joué la grande tradition américaine, au fond. Parce qu'il est toujours condamné à jouer un étranger dans les films, parce qu'on peut pas lui faire jouer un Américain. Soit c'est un passé mythologique, soit c'est un futur, voilà. Soit c'est un pur rêve, comme dans Total Recall, soit c'est une fiction dans la Section Hero, etc., etc. Et par rapport à, alors je me perds dans mes notes. Si tu veux, on peut passer un extrait. Ouais. Éventuellement, parce que on est toujours un peu sur le même point, mais choisir un extrait de Total Recall qui me semble intéressant parce que Total Recall, qui est sans aucun doute un de ses deux plus beaux films, pour moi l'autre serait Predator. C'est un film qui est évidemment très 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 malin et plein d'ironie de la part de Verhoeven. C'est un film auquel on s'intéresse pas assez, il me semble, même si aujourd'hui on n'en finit pas de réhabiliter Verhoeven. Alors voilà, il y a des réalisateurs particuliers qui vont s'intéresser à Schwarzenegger. C'est Paul Verhoeven, c'est John McTiernan, c'est quand même c'est Cameron, sont des réalisateurs qui ont un regard, qui sont assez malicieux aussi, qui ont des partis pris, qui ont beaucoup de second degré, donc ils vont utiliser et ce corps et ce personnage-là pour les faire entrer dans ces. Ça a vraiment été la chance de Schwarzenegger, c'est-à-dire que les 2 tiers de la filmo de Schwarzenegger, ce sont des films dans lesquels c'est vraiment le spectacle de monstres. Voilà, double détente. Enfin, même si Walter Hill est un très bon cinéaste par ailleurs, mais c'est pas un de ses plus grands films. Donc c'est très amusant à regarder. Puis c'est justement ce moment. C'est évident que les années 80, c'est pas une grande décennie pour le cinéma américain, mais ce que tu évoquais tout à l'heure, le retour de la force, etc., ça a un avantage dans les films de l'époque, c'est que ça nous ramène à des choses très élémentaires. C'est très évident au début de Conan et Double détente. C'est vraiment le feu, la glace, le corps et l'outil. Enfin bon, c'est quand même l'intérêt de ces films-là. Bref. Et il a eu la chance donc d'inspirer des cinéastes, qui sont principalement les 3 que tu évoques, qui vont s'intéresser vraiment et intelligemment à la monstruosité de Schwarzenegger. Et s'intéresser à la monstruosité de Schwarzenegger, ça va vouloir dire aussi la mettre en crise, l'interroger. Et c'est ce qui se passe dans ces grands films-là. Et Total Recall, c'est une psychanalyse de Schwarzenegger. C'est une psychanalyse d'Hollywood. En gros, c'est ce qu'a fait de toute façon Verhoeven dans à peu près tous ses films hollywoodiens, qui repart de la question du rêve américain
Et là, c'est vraiment ça. C'est quand même Schwarzenegger qui s'allonge. Hein. C'est vraiment, il est en position de faire une analyse. Hein. Et on va aller explorer la psyché de Schwarzenegger, qui est celle du cinéma hollywoodien, tel qu'il s'est reconnu dans Schwarzenegger dans les années 80. Et donc, j'ai choisi un petit extrait qui est très parlant pour résumer un peu l'œuvre de Schwarzenegger depuis son rêve américain d'enfant autrichien, au fond, puisque le personnage, Douglas Quaid, c'est un personnage qui fait le même rêve toutes les nuits, en fait, qui rêve d'autre chose, qui rêve d'être un héros, qui rêve d'être Schwarzenegger. C'est une bonne définition du rêve américain à Hollywood, et qui va effectivement devenir Schwarzenegger, c'est-à-dire rentrer dans ce rêve-là. Et donc je choisis un tout petit extrait au début, qui commence par un dialogue entre Sharon Stone, qui joue sa femme et qui lui parle de ce rêve-là. Il lui conseille de l'abandonner, on saura plus tard pourquoi. Et ensuite il y a un moment, alors qui a l'air de rien, mais je pense que tout le monde s'en souvient, d'autant qu'on le voit dans plusieurs films, c'est un moment où Schwarzenegger est radiographié, littéralement. Donc on va peut-être voir l'extrait et puis on en parle. Stay tuned for precision weather. But first this. Sweetheart. Doug? No, it's hard being in a new town. Let's give it a chance, okay? Lori, don't you understand? I feel like I was meant for something more than this. I want to do something with my life. I want to be somebody. You are somebody. The man I love. Bye. Have a nice day. Do you dream of a vacation at the bottom of the ocean? But you can't float the bill? Have you always wanted to climb the mountains of Mars? But now you're over the hill? Then come to Recall Incorporated, where you can buy the memory of your ideal vacation cheaper, safer, and better than the real thing. So don't let life pass you by. Call Recall for the memory of a lifetime. For the memory of a lifetime, recall, recall, recall. J'espère que la majorité est anglophone. Mais pour résumer... En gros, non, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu, mais ce personnage donc rêve toutes les nuits, fait un rêve mystérieux où il se retrouve sur Mars, justement dans un profil de héros comme ça. Et dans le métro, il tombe sur cette pub donc pour une société qui propose d'implanter des souvenirs de voyages qu'on n'a pas fait réellement, et par exemple des voyages sur Mars. Bon. Et surtout, ce qu'il dit à Sharon Stone avant, c'est « Je sens que je suis fait pour quelque chose d'autre. I want to be somebody ». Ça, c'est la réplique type de ce que c'est que le rêve américain qu'on entend dans, je pense, des dizaines, voire des centaines de films hollywoodiens. « To be somebody », c'est vraiment, encore une fois, le principe même du rêve américain. Ce qui est intéressant ici, quand je vous disais, Verhoeven fait la psychanalyse de Schwarzenegger pour faire celle d'Hollywood. Le film commence sur une image piquée à Leni Riefenstahl, au film de montagne de Leni Riefenstahl. On voit comme ça Schwarzenegger et... Leni Riefenstahl, qui était la cinéaste nazie. La cinéaste nazie officielle qui a commencé en faisant c'était un genre très en vogue dans l'Allemagne pré-nazie, des films de montagne. Bon. Et donc l'image au départ de ces deux personnages dont Schwarzenegger face à des montagnes martiennes ici, c'est vraiment, en plus, on a d'autant plus de raisons de le penser que Verhoeven fera ensuite Starship Troopers, où là pour le coup les emprunts à Leni Riefenstahl sont absolument évidents. Et donc juste après on voit ce personnage de Schwarzenegger dans ce décor pré-nazi, enflé jusqu'à quasi exploser. Pour moi c'est exactement ce que fait Verhoeven ici, il donne une définition de ce qu'est Schwarzenegger Hollywood comme en gros un film nazi qui aurait enflé comme un cartoon. Et c'est vraiment... c'est là où est la malice de Verhoeven par rapport à ça, ce qui n'empêche pas de prendre très au sérieux Schwarzenegger. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si on s'intéresse à la biographie de Schwarzenegger, il veut devenir quelqu'un. Comment est-ce qu'il va devenir quelqu'un ? Juste après, on a le fameux plan où il est radiographié. Et ça, donc, il y a 5 ou 6 films. Dans Double Détente, il est radiographié. Dans True Lies, il y en a plusieurs. Pourquoi est-ce qu'il est
je pense que c'est l'acteur le plus radiographié de l'histoire d'Hollywood, hein, sans aucun doute. Et ça correspond vraiment à au fond, un vieil enjeu hollywoodien, c'est que le cinéma hollywoodien, par définition, c'est la surface. C'est ce qu'on appelle le glamour. Le glamour, c'est la surface. C'est réduire un corps à la surface, c'est-à-dire au visage de Dietrich, de Marilyn. Bon. Mais du coup, il y a toujours en même temps la tentation d'aller voir derrière la surface, d'essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est caché par la surface. Par exemple, il y a une radio des poumons de Marilyn qui s'est vendue, je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars après la mort de Marilyn. Donc il y a vraiment cette idée-là. Tu parlais des battements de cœur aussi de Rita Hayworth. De Rita Hayworth qui avait été enregistré et vendu. Absolument, qu'on a enregistré pour en faire un disque. Beau, ouais. Et Marilyn, d'ailleurs, il y a une formule comme ça célèbre, un peu terrifiante, mais passionnante là-dessus, de médecin de je ne sais plus quel régime d'infanterie pendant ça va être la guerre de Corée, et qui expliquait que Marilyn, c'était le patient qu'ils aimeraient le mieux examiner. Donc il y a vraiment un désir qui est évidemment érotique, qui est sexuel, mais qui est médical en fait. C'est vraiment l'idée d'aller voir à l'intérieur comment ça marche. Et Schwarzenegger a vraiment parfaitement incarné ça. C'est-à-dire cette idée qu'il est le cinéma est là pour finalement étudier le fonctionnement du corps humain, et le vrai désir, c'est ça, c'est d'aller voir derrière, d'aller voir à l'intérieur comment ça marche. Et du coup, alors on va peut-être pas passer l'extrait parce que je pense qu'on est déjà un peu long, mais il y a une scène très connue dans Terminator comme ça, où le Terminator, on peut le mettre, hein, on va la montrer. La scène de l'œil. La scène du bras d'abord, et puis de l'œil, c'est-à-dire où le Terminator s'opère lui-même, et on a l'impression que lui-même découvre le secret de la mécanique qu'il y a à l'intérieur de son corps. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, dans ces images-là, on retrouve tout un long corpus d'images de l'anatomie, qui nous ramène encore une fois à Léonard de Vinci, entre autres, c'est-à-dire cette découverte du corps humain comme une machine sous la peau. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que les images de double détente, par exemple tout à l'heure, on se rend bien compte qu'on est toujours dans quelque chose qui est de l'ordre du striptease. De toute façon, un bodybuilder, c'est un type en slip sur scène qui fait un striptease au sens où, à chaque fois qu'il active un de ses muscles, il révèle une partie de son corps. Donc c'est une forme un peu particulière de striptease, mais c'est une forme de striptease. Et ce qui est intéressant chez Schwarzenegger, c'est que, a priori, le striptease, ça commence avec un corps habillé, ça se termine avec un corps nu. Schwarzenegger, ça commence avec un corps nu. Et Terminator, c'est vraiment ça, puisqu'il arrive nu. Et en fait, le striptease va se jouer tout au long du film, puisque le personnage est en fait sous le corps de Schwarzenegger. Le corps de Schwarzenegger, c'est un vêtement. Et donc le personnage va s'effeuiller petit à petit jusqu'à ce qu'on voit le véritable corps, qui est le corps métallique du Terminator. Et on voit bien là avec l'idée de la radiographie, c'est que le Schwarzenegger fait constamment des striptease, mais encore une fois, le striptease se termine quand on a ouvert le corps, c'est-à-dire quand on a littéralement autopsié, en tout cas quand on a fait l'anatomie de Schwarzenegger, et c'est ce qui se passe dans la scène en question. S'il y a des questions déjà, profitez-en. Hein. Oui. Non. Ouais, mais moi j'ai vachement aimé quand vous avez parlé de Stallone et Schwarzenegger. Moi je me souviens dans les années 80, à la fin des années 80. Donc c'est pas mal de rapporter Schwarzenegger aussi à l'endroit où on était quand on était spectateur. Donc moi j'avais à peu près 12 ans en 84 au moment du premier Terminator, donc pas assez intelligent pour comprendre, mais on répétait un peu en boucle, déjà les petits cinéphiles qu'on était, on répétait Stallone c'est celui qui a pas d'intelligence, enfin c'est un acteur pas intelligent, et Schwarzenegger c'est un acteur intelligent. J'ai jamais compris cette opposition, c'est pour ça que je te pose la question. Pour moi c'est comme une sorte de légende urbaine, enfin plutôt de village rural où j'étais. Pourquoi on disait ça? C'est parce que Schwarzenegger était investi par des grands cinéastes, alors que Stallone n'a pas eu cette chance. Et puis la deuxième chose par rapport à Stallone, Schwarzenegger, ce que tu as dit de Nouvelle Hollywood et tout, ça, je suis vraiment d'accord avec ça. J'ai l'impression que Stallone véhicule une mémoire américaine, toi que c'est celle de Springsteen, enfin que c'est celle de Nouvelle Hollywood, totalement. Et que, parce que je dis ça à Springsteen, parce que lui aussi a eu affaire avec l'Amérique réganienne et le malentendu ou quoi, et que l'Autrichien, et puis bon, il y a la mémoire italo-américaine de Stallone. J'ai l'impression que les Italiens dans la société américaine, on véhiculait la mémoire de l'Amérique, alors qu'en fait, l'Autrichien, Schwarzenegger, lui, avec tout ce que ça implique, et que Verhoeven aime bien rappeler, enfin, tu vois, c'est quand même un Autrichien, bon. Et j'ai l'impression que lui, par contre, ça serait pas la mémoire de l'Amérique, ce serait la mémoire alors pour le dire simplement, du monde d'images dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de mémoire complètement déréglée, alors que ce que tu dis, j'ai pas encore lu ton livre, mais que ce que tu dis, valorise en permanence, enfin, je veux dire, comme intelligence du truc, et d'un autre côté, je me dis, là, on perd, pas seulement une tradition, mais enfin, tu vois, la mémoire du cinéma américain, quoi. Quand tu vois, à la fois ça renvoie au primitif, comme tu dis, et à la fois tu te dis, qu'est-ce qu'on est du corps américain. Enfin, tu vois, celui des films de Cassavetes, précisément celui de Nouvelle Hollywood, tu vois, où là, qui disparaît,
dans une sphère qui est la nôtre aujourd'hui, mais qui. Est-ce que tu dirais que ça incarne ça aujourd'hui comme mémoire Schwarzenegger dans le cinéma américain? Ce qui se joue, c'est marrant que tu parles de Cassavetes parce que c'est intéressant là-dessus, c'est que évidemment l'idée du grand retour du corps dans le cinéma hollywoodien des années 80, ça veut pas dire qu'il avait disparu. Ça veut simplement dire qu'il était agi par d'autres choses. Et Cassavetes, c'est typique, c'est-à-dire que ce sont des corps dont le mouvement est dicté par des affects systématiquement. Et Cassavetes, c'est ça, le côté même parfois limite grotesque dans le bon sens du terme, le côté outré de Cassavetes, c'est ça, c'est des corps qui sont vraiment des pantins soumis à des pulsions. Bon. Et Schwarzenegger, là où c'est complètement l'inverse, c'est que c'est le corps à nouveau domestiqué, et puis qu'on va essayer de domestiquer encore mieux, c'est-à-dire le retour à l'image la plus élémentaire de la machine humaine, justement. Ce que tu dis sur le Stallone, alors c'est hyper intéressant parce que c'est pas que Stallone soit bête, c'est que Stallone a joué, et pour moi il a même été très bon là-dedans, il a joué des idiots. Et c'est là où il retrouvait une tradition, c'est pour ça que je parlais de Capra, c'est que Rocky c'est vraiment un personnage à la Capra, totalement. C'est-à-dire c'est l'idiot vertueux par lequel va pouvoir revenir la grande tradition, qui est une tradition d'innocence, c'est-à-dire l'idée qu'il faut opposer, donc c'est Mr. Smith, c'est Rocky, il faut opposer un rapport innocent, un rapport enfantin, au mythe américain, au mythe démocratique américain pour le faire revivre. Il faut l'opposer au cynisme de l'époque, alors que ce soit les années 30 chez Capra, les années 70 chez... Voilà. Et Schwarzenegger, alors ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, effectivement, il n'a pas joué le rêve américain au cinéma, alors que Stallone n'a fait que ça. Donc la mémoire dont tu parles, pourquoi les Italo-Américains? Parce que les Italo-Américains, c'est... Et d'ailleurs Capra c'était pareil, c'est un Sicilien, c'est l'idée du rêve américain en acte, incarné par des immigrés, l'éternel retour du rêve américain. Et ce qui est étonnant, c'est que Schwarzenegger, c'est un modèle encore beaucoup plus affirmé que Stallone, puisque Stallone lui-même né aux États-Unis, c'est sa famille qui a émigré. Mais Schwarzenegger, en revanche, ça va être déterminant pour sa carrière politique. C'est-à-dire que réellement son programme, quand il se présente pour la première fois pour être gouverneur, son programme ça tient quasiment qu'à ça, c'est lui comme incarnation parfaite du mécanisme du rêve américain. C'est-à-dire, il vient d'un village complètement paumé et dégueulasse au fin fond de l'Autriche, et il réussit malgré tout à devenir le meilleur bodybuilder, un milliardaire à 25 ans, il fait son argent, en plus c'est vraiment une machine, c'est là l'intelligence très pragmatique de Schwarzenegger. C'est-à-dire qu'il devient milliardaire à 25 ans parce qu'il décide qu'il ne veut pas accepter de mauvais rôles au cinéma. Donc il va falloir gagner de l'argent autrement. Et en 5 ans, par des placements immobiliers, toutes sortes il devient millionnaire. Bon. Et d'ailleurs, quand il est élu, sur la question du rêve américain, c'est intéressant, quand il est élu, le soir de la cérémonie, il a demandé à ce qu'un chœur chante la chanson de la Mélodie du bonheur de Robert Wise, c'est-à-dire l'image de l'Autriche, en gros, pour les Américains. Donc, rien, pour le dire très rapidement, mais il n'y a pas de réel. C'est là où je rejoins ce que tu disais. Il n'y a pas de réel chez Schwarzenegger, et Total Recall, évidemment, pour y revenir 2 secondes, parle de ça. Et l'idée de Recall et qui va aller se faire implanter des souvenirs, etc., c'est toute l'angoisse, entre guillemets, ça on va peut-être y revenir parce que c'est un peu la deuxième partie du livre, ce qu'ont révélé les grands cinéastes que sont McTiernan, Verhoeven à son sujet, c'est qu'en fait, c'est un enfant qui a voulu devenir une image, c'est-à-dire qui a voulu devenir l'image même de l'Amérique. Et dans ces films les plus intéressants, qu'est-ce qui se passe pour ces personnages? Ils ont une anxiété qui est de n'être qu'une image, justement, et qu'il n'y ait plus de réalité. Last Action Hero, c'est ça. Total Recall, bien entendu, c'est ça, au fond. Et il y a un truc qui est passionnant de ce point de vue-là, c'est qu'il y a une phrase de Schwarzenegger lui-même, dans une interview, qui dit à un moment, il m'arrivait à une époque de faire toujours le même cauchemar. Je me réveille un matin, je me rends compte que j'ai 12 ans, je suis toujours à Thal, en Autriche, c'est ma mère qui me réveille, et je réalise que toute cette vie merveilleuse, la mienne, n'a jamais existé. Les derniers mots de Total Recall, c'est Schwarzenegger sur la montagne nazie, qui dit au personnage féminin, et si tout cela n'était qu'un rêve. Mais bon. Ce qui est assez intéressant, il prend par la main l'héroïne, la comédienne, cette brunette. Mais ce que tu remarques, c'est que dans tous les films de Schwarzenegger, il n'y a pas de sexe. Le rôle des femmes, ce sont soit des femmes, soit des sorcières maléfiques, castratrices dans Conan, dans Total Recall aussi, Sharon Stone, qui est vraiment l'image biblique de la tentatrice démoniaque, quoi. Et dans tous ces films-là, c'est amusant d'avoir quelqu'un d'une virilité absolue, une puissance, et en même temps qui est constamment menacé par l'altérité, la femme. Alors, mais je pense qu'il y a 2 choses. Alors, le grand film là-dessus, c'est Predator. Alors, Predator, je vais lire le passage de Nicole Brenez que je trouve intéressant. Nicole Brenez que tu cites dans ton bouquin. Qui a été importante à l'origine, disons, de ce projet, parce qu'on en a parlé et que ça a été la première et la seule, d'ailleurs, avant ce livre, à s'intéresser vraiment à Schwarzenegger et avoir une intuition fulgurante qui est que
question du double et donc du clone. Alors, le monstre de Predator, écrit Nicole Brenez, empile dans la diversité de ses manifestations tout l'autre de l'homme blanc. Le non-humain, le non-corporel, l'animal, le végétal. Est-ce que tout le monde a vu Predator, d'ailleurs? Parce que là, si... oui, il y a longtemps, voilà. Le végétal, le minéral, la machine, robot, tableau de bord, la lumière, rayon, étincelle, faisceau, la couleur, phosphorescence du sang, chlorophylle, vision thermique du monde qui constitue à ce jour la plus belle analyse possible du film d'action, le noir, ses dreadlocks jamaïcaines, et bien sûr la femme, le vagina dentata, exacerbé qui se révèle être sa face dont nous avions cru jusqu'alors qu'elle se résumait à son mufle mécanique, mais non, ce n'était qu'un casque et sous la carapace palpitait le muscle hideux qui dévore les hommes. Je trouve ça, c'est McTiernan qui... Alors oui, c'est McTiernan. Enfin, je vais poser la question. McTiernan, il se trouve que je l'ai rencontré quand il est venu. Enfin, je vais poser la question. J'ai essayé d'aller un petit peu sur un terrain interprétatif sur Predator. Après, c'est le cas typique de cinéastes hollywoodiens d'action, mais pas seulement au sens du film d'action des années 80, mais au sens de la tradition, qui m'a surjoué son numéro d'artisan, qui veut pas qu'on intellectualise les films, qui limite était pas très sympathique quand donc à la fois c'est lui et c'est pas lui. C'est vraiment les critiques français qui sont des intellos, quoi. Non, mais je pense que mais là-dessus il faut pas se tromper, c'est que je pense qu'il y a le génie de ces cinéastes-là. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de choses très élémentaires dans les films. C'est-à-dire que le génie de Predator, c'est que c'est un film où tout est élémentaire, mais vraiment. Donc tout ce qu'on voit, c'est l'homme, la femme. Alors une fois qu'on a compris que le Predator c'est une lecture possible, mais que c'est la femme, c'est l'homme dans la jungle. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il y a presque rien. Et c'est parce qu'il y a presque rien que c'est très très beau, et c'est surtout parce qu'il y a presque rien qu'après tout ça est vraiment mis à disposition pour délirer autant qu'on veut, parce que si on délire pas au cinéma sur les films, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc Predator, si on veut délirer jusqu'au bout, le film, c'est là où c'est quand même troublant, c'est que le film vraiment raconte cette histoire-là, c'est-à-dire l'idée que l'autre, l'altérité la plus menaçante pour l'homme viril des années Reagan, voilà. L'homme blanc des années Reagan qui sort du Vietnam, qui a fait toute les guerres. Parce que la façon dont il présente ce corps militaire, enfin ce corps au sens du... Oui, l'ouverture est... c'est-à-dire que c'est même parodique de la part de McTiernan. C'est vraiment la virilité incarnée, c'est des motifs phalliques absolument partout, depuis le cigare de Schwarzenegger jusqu'au flingue et la façon surtout dont McTiernan les filme. Et surtout, il y a une blague dans le film, il y a un personnage qui raconte une blague, qui est une blague très misogyne, un des soldats, une blague à propos d'une chatte trop grande, c'est ça le sujet de la blague. Et à la fin, effectivement, quand on voit le prédateur arriver, on ne peut que repenser à cette blague, à l'idée qu'il est vraiment la représentation du féminin tel qu'il fait peur en fait à ces hommes. Et le petit détail, moi, qui m'a troublé en revoyant Predator pour la énième fois, c'est que, a priori, vous l'avez tous vu, à la fin, le prédateur arme une bombe qui va faire exploser la moitié de la jungle. Et en fait, à ce moment-là, il produit un rire qui n'est pas son rire, puisque en fait, il ne fait qu'enregistrer ce qu'il a entendu et le reproduire. Et ce rire, en fait, c'est le rire d'un des soldats. Au moment où il comprend de l'Indien, au moment où il comprend la blague de la chatte trop grande. Donc vraiment, si on suit ce fil-là dans le film, c'est troublant parce que le film dit quelque chose d'extrêmement cohérent sur la question du féminin pour la masculinité de ces années-là. Et pardon, comment est-ce qu'on est passé à Predator avant de parler de la question de la femme? Predator, c'était par rapport à l'autre et au féminin. Oui, voilà, le fait qu'il n'y ait pas que... Alors, l'autre raison pour laquelle il n'y a pas ou très peu de sexe chez Schwarzenegger, alors que dans sa vie privée, disons, il est quand même connu non seulement pour avoir une libido insatiable, mais en plus il a eu des embrouilles à ce sujet-là, un peu comme Trump il y a peu de temps. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est présenté, on a ressorti dans la presse toutes sortes de témoignages à Hollywood. Il avait une réputation de peloteur. Il y a même une BD au moment où il s'est présenté, une BD satirique dans un journal californien qu'il représentait comme une main géante et qu'il appelait Herr Gropenführer. Et to grope, ça veut dire ploter. Voilà. Donc il n'a pas la réputation de quelqu'un que le sexe n'intéresse pas, au contraire. Et ce qui est passionnant, c'est là où, quand on s'intéresse au film, c'est que dans les films, par contre, la sexualité est un truc complètement étranger. C'est très rare qu'il y ait des aventures dans ces films. Et en même temps, c'est très logique, puisque dans la mesure où il représente cette espèce d'avenir proche du corps, qui est le moment où, au fond, comme on le disait tout à l'heure, on aurait réussi enfin à se passer complètement de la nature et de l'organisme, et donc du corps de la femme pour faire des enfants, et qu'on va pouvoir les fabriquer tout seul, il n'y a plus besoin du sexe. Et il y a une scène là-dessus, c'est un des miroirs, justement, dans Jumeaux, qui est incroyable, parce que c'est une scène où il doit se faire dépuceler, parce qu'il est souvent puceau dans les films, c'est un autre signe, quand même, c'est un corps vierge, qui vient de nulle part, qui a été inventé, quoi. Et il y a une scène de dépucelage. Et c'est une scène qui est vraiment filmée comme une scène d'effroi total, pour lui. Et juste avant le moment du dépucelage, il se regarde dans le miroir,
Et on sent vraiment un regard de panique à ce moment-là. Et ce que ça raconte est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment, en gros, coucher avec la fille, alors, en principe, c'est devenir adulte, c'est le principe du pucelage, mais pour lui, c'est comme s'il s'agissait finalement de revenir vers la mort, c'est-à-dire de revenir vers une condition archaïque du corps dans laquelle la sexualité est nécessaire, alors que lui-même représentait le dépassement de ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que lui-même est né d'une expérience d'éprouvette, de laboratoire, quoi. Et tu écris aussi que ces partenaires féminines, par exemple dans Terminator, Sarah O'Connor, c'est-à-dire se masculinise, c'est-à-dire qu'elle se Schwarzeneggerise, c'est-à-dire elle devient elle-même une guerrière, un robot, c'est-à-dire que le couple n'est pas possible. C'est un peu la condition, et c'est marrant parce que je me suis rendu compte récemment que c'était pareil chez Tom Cruise finalement. C'est-à-dire la condition pour qu'il puisse y avoir du sentiment, voire du rapprochement, sexe, oui. Pour qu'il puisse y avoir du rapport à l'autre en fait, du rapport au féminin, c'est que la femme devienne un double. Et donc entre Terminator et Terminator 2, alors de toute façon il n'y a rien avec Sarah Connor, mais en même temps c'est un couple symbolique puisque dans le deuxième lui-même joue une figure de père un petit peu. Bon, elle devient, c'est-à-dire que Linda Hamilton on l'avait quittée très comment dire fluette, enfin même pas fluette d'ailleurs, mais très fragile, disons, son personnage dans le premier Terminator. On la retrouve dans Terminator 2, c'est une bodybuildeuse, quoi. Et par exemple, c'est l'histoire de True Lies. C'est-à-dire que True Lies, c'est une comédie du remariage, mais dans laquelle que tu trouves que j'aime pas du tout. C'est pas que je trouve raté, c'est que je le trouve très déplaisant dans ce qu'il raconte le film. Mais c'est vraiment le seul pour moi qui soit. C'est le seul où vraiment parce que c'est le seul qui n'a aucun recul par rapport à tout ce mythe de la discipline et de la domination de Schwarzenegger sur les autres. C'est-à-dire que c'est un film c'est même étonnant de la part de Cameron, je trouve que c'est un film assez puant en fait, c'est-à-dire c'est une sorte d'exercice de redressement des autres personnages, donc redresser la femme, redresser les terroristes arabes. Alors on est avant le 11 septembre, on est dans un moment où Hollywood se pose un peu moins de questions, il y a vraiment un truc idéologiquement qui est assez puant dans le film, c'est-à-dire que rien ne vient contrarier l'expression de la puissance du personnage de Schwarzenegger. Alors que c'est le propre de ces grands films, qu'il s'agisse de Predator, de Total Recall, ou même des semi-navets, mais qui sont intéressants parce que de toute façon, on est dans un truc cartoonesque, Commando, Double Détente, qui est quand même qui est plutôt un bon film, mais c'est-à-dire des films où il y a un recul de fait. Parce que on sent que le cinéaste lui-même s'amuse à filmer ce corps complètement aberrant. Voilà. True Lies, c'est une forme de ricanement. C'est-à-dire qu'on passe du recul un peu ironique à une forme de ricanement que je trouve beaucoup plus déplaisant. Mais dans True Lies, la forme de comédie du remariage du film, c'est que il va pouvoir refaire couple avec sa femme, avec qui ça se passait plus bien. D'ailleurs, un amant qui se fait passer pour lui, donc un amant qui essaie d'être un double de Schwarzenegger, mais elle ignore qu'en fait il est un agent secret, etc. Et en gros, le couple est réuni à la fin quand Jamie Lee Curtis elle-même est devenue un agent secret symétrique. De toute façon, c'est un remake de ce film français, Claude Zidi, la totale, c'est la même histoire. Et ça vaut c'est la leçon dans Conan le barbare, Conan le destructeur, il ne peut être qu'avec un double de lui-même. Et c'est marrant parce que Tom Cruise dans ses derniers films, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il est tellement détaché de l'humanité, c'est-à-dire tellement une espèce de virilité qui est même plus de l'ordre de l'homme et de la femme, voilà, que pour qu'il y ait une femme avec lui, il faut qu'elle court aussi vite que lui. Pour qu'il y ait une femme avec lui, il faut que ce soit une Tom Cruise au féminin, sinon il peut pas y avoir de couple dans les films. Question. J'avais une petite question ou une remarque. Alors, pour rebondir aussi un peu sur la première question, sur le fait que Stallone soit un peu idiot et Schwarzenegger intelligent, je pense que dans les films de Schwarzenegger, il y a une facette aussi, vous l'avez évoqué un petit peu, une facette assez primordiale, c'est qu'il est doué beaucoup de second degré en fait. Beaucoup d'ironie. Enfin, on le voit par exemple dans Terminator 1, c'est assez premier degré finalement, alors que dans le 2, il joue un peu de son image finalement. Oui. Et alors que dans des films de Stallone, c'est plus Judge Dredd par exemple, c'est pas du tout second degré, c'est vraiment il a essayé Stallone, mais ça pour le coup ça a pas marché du tout. Quand il fait Cobra, quand il essaie à un moment et ça marche pas parce que c'est l'innocence incarnée, ce que j'ai dit tout à l'heure. Stallone c'est beau quand il joue un enfant idiot en fait. Voilà. Et Schwarzenegger en fait joue un peu sur ça, il se dissocie finalement de son personnage, et c'est peut-être aussi pour ça que le couple qui joue avec Jamie Curtis aussi fonctionne, parce que Jamie Curtis aussi joue là-dessus. Elle aussi, elle se moque beaucoup en fait de son personnage finalement, et je pense que c'est un point commun entre les deux. Et donc voilà, c'est ce qui peut aussi peut-être expliquer le fait que Schwarzenegger ait aussi pas mal de succès finalement, c'est ce regard distancié qu'il porte sur lui-même. Alors c'est très juste, et de ce point de vue-là, il annonçait quelque chose aussi. Et quelque chose qui n'est pas réjouissant, c'est que Hollywood s'est noyé là-dedans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a été précurseur de ça,
de ce rapport ironique à ce type de scénario-là. Et aujourd'hui, on n'a plus que ça. Et du coup, il n'y a plus de films, quoi. Enfin, il y a plus de films. Il y en a plein, mais plus grand-chose qui ressemble à des films, malheureusement. Et en même temps, cette distance-là que vous évoquez, c'est aussi... Je pense que c'est le dernier extrait qu'on va passer, je ne sais pas si on va le passer maintenant ou un peu plus tard, mais c'est cette grande question du double. On parlait des miroirs, c'est pour ça que j'ai structuré le livre autour de cette question-là. C'est que le miroir, c'est le miroir du bodybuilder. Bon, c'est l'homme face à son corps. Donc c'est l'homme face à son corps, c'est toute l'histoire que j'évoquais tout à l'heure, hein, depuis la médecine moderne. Bon. Mais c'est aussi l'homme face à son image, c'est la question de l'acteur finalement. Et je pense que c'est pas du tout innocent, évidemment, si on le retrouve aussi souvent face à un miroir dans ces films. Et finalement, le recul que vous évoquez, c'est le sujet de Total Recall, c'est le sujet de Last Action Hero surtout, c'est-à-dire l'idée que Schwarzenegger, le personnage est face à... Il y a une réplique géniale comme ça dans Last Action Hero quand Schwarzenegger rencontre Schwarzenegger, ce qui arrive quand même dans 4 ou 5 de ces films, hein, c'est aussi frappant que la question des rayons X. Celui qui joue... C'est compliqué à expliquer du coup, mais Schwarzenegger dans le rôle de Schwarzenegger dit à Schwarzenegger dans le rôle de Jack Slater, qui est le personnage de fiction, il lui dit « Tu es le meilleur sosie que j'ai jamais eu ». Et ça résume, ce qui est extraordinaire, c'est que ça résume aussi bien la question des films que celle de sa vie politique. Parce que, on n'a pas le temps de parler de tout, mais la question du brouillage fascinant entre la vie fictionnelle, qui était celle de ces personnages, et la vie publique, réelle, entre guillemets, de l'homme politique, c'est ça. C'est vraiment toujours, on ne sait jamais trop si on est dans le personnage, si on est... Bon. Donc à la limite, c'est peut-être le moment idéal. On va préparer Last Action Hero. Un extrait de Last Action Hero, qui, alors, juste pour l'introduire, on est vers la fin du film. Je ne sais pas si tout le monde a vu Last Action Hero. C'est un gamin qui est fan de ce personnage, Jack Slater, et qui, au bout d'un moment, va basculer dans le film, va rentrer dans le film et va rencontrer son héros. Et dans la deuxième partie, en fait, il va le ramener avec lui dans la réalité. Ouais. Et là, on est dans la réalité, justement, et c'est le moment où le personnage de fiction va réaliser qu'il n'est qu'un personnage de fiction, joué par un certain Arnold Schwarzenegger. D'accord. I was too frightened. But it's not too late. I can still go visit Garbo and Jamil. Gene Harlow. Oh boy, I had a crush. Monroe, they bus stop. Forgive me for going on like that, sir. I'm a great admirer of your work too. Nick, it isn't how you think. This is a wonderful moment for me, Mr. Slater. I've never met a fictional character before. How new and exciting this must all be for you. Hey, I just found out it was imaginary. I mean, how would you feel if you found out that somebody made you up? Your job, your marriage, your kids. Oh yeah, let's push your son off the building. Gives you nightmares the rest of your life. But you're fictional, so who cares? I'm sorry, but I don't find it so new and exciting to discover that my whole life has been a damn movie. Young and impressionable. Well, there's lots worse things in movies. There's politicians and wars and forest fires and famine, plague, sickness, pain, warts, politicians. You already mentioned. I know I did. They're twice as bad as anything else. Most of my life's been in movies too. Well, show them. But that's all over for me now. Theater's shut. I'm gonna clear out my stuff, and then it's the wrecking ball. But now, I got another chance. Could I have the ticket back, please? Well, we've got this one little, hiccup. What do you mean, hiccup? Benedict's here too, and he's got the tickets. That madman with the glass eye? How the hell are you gonna get back? That's a good question. I wouldn't want to nitpick, right, Danny? Last Action Hero, donc, par rapport à cet extrait, ouais, si tu veux rebondir. Ouais. Alors, il y a deux choses en fait. Dans Last Action Hero, il y a une idée qui est très très belle, et on voit, alors ça se joue plutôt au début du film, mais on retrouve quand même, disons dans le fond du décor cette idée-là. Vous avez peut-être vu des affiches pour des spectacles de Houdini derrière.
Et ce qu'on apprend en fait, c'est que le fameux ticket magique qui permet à l'enfant de rentrer dans le film, c'est un ticket qui aurait été légué par Houdini en personne. Et ce qui est très beau dans cette idée-là, c'est qu'au fond, comme tout le film part du visage de l'enfant et de sa sidération face à son acteur fétiche sur l'écran, à Schwarzenegger, à ce corps-là, ben c'est simplement que ça nous ramène à une origine du cinéma, qui est Méliès, qui est la précipitation, et l'idée que, quand je parlais d'apparition tout à l'heure, aussi bien pour Dietrich que pour Schwarzenegger, c'est l'idée de l'apparition au sens du tour du magicien. C'est-à-dire, c'est la part magique du cinéma hollywoodien, qui est là, entre autres, et peut-être avant toute chose, pour faire apparaître des choses sur l'écran, comme le magicien est là pour faire apparaître des choses. Et d'ailleurs, vous voyez, sur la dimension de pin-up de Schwarzenegger, quand je vous disais c'est la même histoire, le réflexe qu'a le vieux, c'est de penser à Jean Harlow, c'est de penser à Garbo, c'est de penser... Et ça nous rappelle bien finalement que Schwarzenegger, c'est la même histoire. C'est exactement la même histoire. C'est une histoire de monstres, ceux qu'on vient voir sur scène simplement apparaître. Et le reste, finalement, j'ai à peine à commenter parce que le film est très explicite là-dessus, sur ce que je vous disais tout à l'heure à partir de Total Recall, l'idée qu'il ne serait qu'une image, justement, et que c'est le drame possible de Schwarzenegger d'ailleurs dans les plus beaux films qu'il a tournés. Et alors, c'est toujours difficile d'envisager aussi une fin de carrière pour un personnage comme ça. Tu l'abordes aussi dans ton ouvrage. Tu passes sur ces années aussi, c'est intéressant, son expérience politique, et la façon dont il se positionne, la façon dont il se sert de toute sa filmographie aussi, avec des private jokes, avec des slogans. Ça, c'est assez passionnant. Et de voir aussi je voulais citer je crois que tu cites Jeff Bridges, qui dit, je ne sais pas si j'ai bien, qui par rapport à la vieillesse, que deviennent les bodybuilders quand ils vieillissent, ils meurent. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est un corps qui ne peut pas vieillir, qui peut difficilement vieillir, qui n'a pas le droit, qui peut difficilement vieillir à l'écran. C'est un peu embarrassant, pas embarrassant, mais de voir une fin de carrière qui D'ailleurs, alors, pardon, je vais juste faire une parenthèse très courte sur parce qu'on va pas détailler sur la question politique, mais il se trouve que je suis tombé sur un truc hier qui confirme quelque chose qui me frappe, c'est que je parlais de ce brouillage entre réalité et fiction au moment où il est élu. La presse n'en finissait pas de commenter à l'époque en disant c'est vraiment la fin de la politique qui a été engloutie dans la politique spectacle, on sait plus ce qui est réel, ce qui est pas réel, c'est un problème. Ce que je trouve très frappant, moi, c'est que 10 ans plus tard, Obama, par exemple, a passé une partie de ses 2 mandats à apparaître dans des sketchs à la télévision dans lesquels il jouait son propre rôle, des sketchs géniaux parce que c'est un très bon acteur, Obama, à se prêter à toutes sortes d'émissions. Un film est sorti, personne n'en a parlé, le film c'est loin d'être un grand film, mais il est intéressant quand même en soi. Un film est sorti à la fin de l'été, qui est un biopic qui raconte en fait la rencontre de Michelle et Barack Obama. Le type est toujours en exercice, c'est-à-dire que ça ne choque absolument plus personne. Et donc hier, je suis tombé sur vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur un épisode du Saturday Night Live qui date d'il y a quelques jours, dans lequel Hillary Clinton joue. Et c'est un moment comique et c'est fascinant. Joue, c'est-à-dire. Alors elle joue. En fait, elle joue même pas son bon rôle. Elle joue face à une actrice qui joue Hillary Clinton et elle est censée jouer la tenancière de bar avec qui elle discute du contexte politique. Wow. Et c'est encore plus frappant, c'est que Obama, de toute façon, qui lui était taillé pour être un acteur de stand-up, à la limite, c'était pour ça qu'on était moins frappé. Clinton, inutile de vous préciser qu'elle n'est pas hyper à l'aise. Elle le fait quand même, mais elle est quand même étonnamment à l'aise parce que je pense, de toute façon, il y a un acteur dans chaque Américain, voilà. Mais on est en campagne, et puis encore une fois, c'est Hillary Clinton. C'est à la limite, ça serait Trump. On se dirait, de toute façon, on sait qu'on n'est plus dans le réel avec Trump, on est dans une mauvaise série Z. Clinton apparaît au Saturday Night Live et participe à un sketch pour se moquer d'elle et en même temps nourrir sa campagne. Donc finalement, tout ce qu'on reprochait à Schwarzenegger, ou plutôt tout ce qui étonnait les gens à l'époque, ça ne surprend plus personne aujourd'hui. Autrement dit, il n'y a absolument plus de réalité aux États-Unis aujourd'hui, du tout. Schwarzenegger annonçait ça, je pense, et là, on est arrivé au bout. Maintenant, sur la vieillesse, en 2 mots, tu l'as dit, de toute façon, le problème, c'est pas seulement un problème pour les bodybuilders, c'est un problème pour ce que lui est venu figurer au cinéma, c'est-à-dire, au fond, le post-humain, c'est un fantasme d'immortalité. C'est l'idée que on échapperait enfin à notre condition de mortel, on échapperait à la nature, on échapperait à tout ça. Et donc à partir du moment où il joue le fantasme du corps immortel, comment peut-il vieillir au cinéma ? Cette question qui est une question très compliquée pour tous les acteurs, l'est chez lui plus que chez n'importe quel autre acteur. Parce qu'un acteur peut jouer la vieillesse. John Wayne a commencé à jouer la vieillesse à 35 ans. Il a fait quasiment toute sa carrière en jouant des vieux, donc c'est pas forcément un problème, au contraire. Schwarzenegger ne peut pas jouer les vieux. Parce qu'il y a une forme de trahison. Alors les films qu'il a fait récemment, le problème aussi c'est qu'il n'y a personne pour lui proposer de bonnes choses, qu'il n'y a plus personne à Hollywood aujourd'hui pour faire des films avec lui.
Donc ça donne quoi? Ça donne 2 minutes passionnantes dans le dernier Terminator, qui est absolument nul par ailleurs, mais il y a cette séquence très belle où le Terminator de l'époque de 84, reconstitué numériquement, donc le Schwarzenegger jeune, rencontre le Schwarzenegger d'aujourd'hui. Donc au moins c'est une scène, c'est quand même le mérite encore de ce genre de fiction hollywoodienne, c'est une scène qui est exactement sur le problème. Et puis encore une fois qui est perdue dans un film sans aucun intérêt, mais voilà la question aujourd'hui, c'est qu'il peut pas vieillir parce que c'est une trahison, parce qu'en fait en vieillissant, il révèle simplement que le temps a pris sur lui. Périssable, quoi. Oui. Bon. Ouais. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait du vieillissement. Encore en reparlant du cinéma de Nouvelle Hollywood, enfin qui s'est colté avec quelque chose qu'Hollywood n'avait jamais vraiment traité, qu'on pourrait appeler le réel, la réalité. En fait, c'est dans le Nouvelle Hollywood qu'on a vu des personnages avoir affaire avec leur corps d'humain, avec leur corps de vrai humain. Tu parlais de Cassavetes, ce que tu as dit tout à l'heure, des pantins agités par des affects. Oui, enfin, c'est un des objectifs de l'art du cinéma aussi, de capter cette réalité. Aujourd'hui, en 2000, 2016 et tout, comme tu disais tout à l'heure, c'est que peut-être que Schwarzenegger, comme tu le présentes, incarne une sorte de fin, comme on a parlé de fin de l'histoire à une époque, de fin du cinéma, c'est-à-dire, à un moment donné, la donnée, regarde, je pensais à Stallone qui a fait aussi son Rocky, je sais plus si c'est le 6 ou quoi, qui est uniquement sur un Rocky qui a le cancer, tu vois, bon, avec des montagnes de pathos sur ce qui est, on est loin du Nouvelle Hollywood, mais en tout cas dans l'esprit du film, mémoire de la ville américaine, avec le centre qui est complètement, voilà, avec les motards, les bikers qui disent à Rocky on t'aime toujours, avec le vieillissement, alors que Schwarzenegger se retrouve dans la posture des stars féminines des années 20, qui soit mouraient, comme le raconte Kenneth Sanger, d'overdose, d'excès, tout ça, soit ne pouvait absolument pas vieillir. On pourrait imaginer un Sunset Boulevard avec Schwarzenegger, tu vois, bien sûr. Ah oui, non, tu vois, qui alors ça devient ce que tu fais, c'est-à-dire ce que tu dis, c'est Bruce Willis qui discute avec un jeune, ça ne peut être que des trucs gimmicks comme ça, aucun film. Enfin, à part quelques grands cinéastes, peut-être encore qui travaillent ça, mais les cinéastes hollywoodiens aujourd'hui qui travaillent la réalité et non pas l'image de la réalité ou la performance, parce qu'en fait je pense que moi c'est trop patient ce que je dis, parce que je pense que c'est vraiment une question de cinéma va vers la performance ou pas du corps ou pas. Et il y a des corps qui échouent dans le cinéma américain, il y a que ça, des corps qui échouent. Je pense à James Stewart dans Anthony Mann qui se prend des coups de violence. C'est les premiers films qui le montrent, et après, on verra des corps performants qui passent par-dessus l'échec, ou qui même effacent la mémoire de l'échec. Donc ça, c'est le truc de la fin du cinéma, toi, c'est ça, tu voulais... Je pense que c'est là où ça m'a vraiment convaincu, à la fin de l'écriture, que c'était une figure charnière et très importante pour ça. C'est qu'à la fois, c'est celui qui est venu annoncer le futur, à la fois de l'homme via la technoscience, et en même temps le futur du cinéma via le numérique. Parce qu'au fond, c'est pareil, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais la façon dont on a filmé son corps, annoncer la façon dont on allait filmer les corps après lui, à la différence que lui arrive avant le numérique. Et en même temps, il est là au moment de ce passage au numérique. Terminator 2 est exemplaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire que il se retrouve face à des personnages. C'est quand même frappant, ça, dans la série des Terminator, il ne représente le futur que dans le premier. Dès le deuxième, il est un vestige, parce qu'il est remplacé par des modèles plus performants. Et ces modèles plus performants, finalement, le ramènent lui du côté de l'homme, parce que en devenant périssable, il se retrouve du côté de l'humain. Et là-dessus, il a vraiment été charnière, parce que, et là aussi, ça résonne un peu, je trouve, dans l'extrait de Last Action Hero, c'est quand le vieux dit, avec cette mélancolie typique la mort du cinéma, hein, c'est 30 ans qu'on nous parle de la mort du cinéma, il est déjà mort depuis longtemps, de ce point de vue-là. Mais c'est une nouvelle mort du cinéma, finalement, puisque c'est la mort, alors, d'un point de vue culturel, c'est la mort de ces cinémas de quartier, on connaît tout ça aujourd'hui, on voit les films, on les télécharge, etc. Mais c'est aussi la mort, peut-être que Schwarzenegger, c'était le dernier corps du cinéma, c'est-à-dire une sorte de baroud d'honneur, de chant du cygne du corps, et alors du coup, le corps, la version, il fallait du corps une dernière fois, alors on en a eu, on a eu la grosse dose, quoi. On a mis tout ce qui restait, en gros. Et après lui, c'est son ennemi dans Terminator. C'est-à-dire, c'est l'idée même du double, parce que son ennemi dans Terminator 2, c'est plus son double. La première idée de Cameron, c'était de faire jouer Schwarzenegger face à lui-même dans Terminator 2. Donc, on n'en sort pas, c'est toujours ça. Mais là, c'est l'idée de le clonage au travail, finalement. Et puis surtout, c'est l'idée des nouvelles images. Donc, Schwarzenegger, c'est celui qui, à la fois, aura annoncé tout ça, et qui, en même temps, on est la première victime, et qui, ça a été le premier homme du futur, enfin, le premier robot, et le dernier des hommes, quoi. Vraiment. Et comme tu l'écris aussi, maintenant, tous les acteurs sont aussi bodybuildés, c'est plus un corps qui détonnerait. La scène de double détente qu'on a vue tout à l'heure, par exemple, il y aurait plus personne dans un film aujourd'hui pour s'étonner d'un corps bodybuildé. Encore une fois, le très mauvais Terminator Genesis, là, celui qui reprend le rôle de Reese dans le premier épisode, c'est-à-dire le résistant humain, qui dans le premier épisode était musclé, mais musclé sec, c'est-à-dire présentable, quoi, pour que Schwarzenegger à côté soit vraiment un monstre.
Ici, celui qui reprend le rôle est quasiment aussi balèze que Schwarzenegger en 84. Donc, ce qui est complètement absurde par rapport au scénario, mais surtout, ça prouve bien que Ben Stiller est bodybuildé aujourd'hui. Oui, pour dire. Ouais. Donc, c'est devenu, à partir de l'époque où Schwarzenegger a démocratisé le bodybuilding pour tout le monde, et ben, c'est devenu aussi un truc. C'est-à-dire, Schwarzenegger conseillait Clint Eastwood à l'époque, quand Clint Eastwood s'est mis à la salle de sport au début des années 80. Enfin, c'est une espèce de bouleversement quasi anthropologique à Hollywood. C'est qu'à partir de là, tous les corps, c'est-à-dire de même que tous les corps féminins depuis les années 90 sont condamnés à finir bousillés par la chirurgie esthétique, tous les corps masculins, quel que soit le genre dans lequel ces acteurs jouent, sont condamnés à être bodybuildés. Donc il a vraiment été précurseur de ce point de vue-là, évidemment. Oui. Parce qu'on parle de ça, je disais, le film hyper majeur par rapport à tout ce qu'on raconte, c'est Avatar, et c'est Cameron qui l'a fait, quoi. Tu vois, je veux dire, ce corps handicapé qui prend... Enfin, genre, toi, c'est la prothèse, c'est la grande histoire de la prothèse. Il a fait son film numérique, réponse à tout ce dont on parle là, j'ai l'impression, tu vois. Donc, pour avoir revu tout récemment Avatar, il y a 3 semaines, ça me paraît vraiment évident, tu vois, entre la taille des créatures sont bleues. Comme on peut pas jouer sur le grossissement des muscles avec des corps réels ou même refait, on fait des créatures immenses. Et pour le coup, film pour lequel j'avais vachement de réticence. Et puis film qui véhicule une totale mélancolie, tu vois. C'est bien, extraordinaire mélancolie. Alors après, avec la limite de la mélancolie de la fin du monde, enfin de la planète Terre et tout ça, mais je veux dire, la mélancolie des personnages, tu la sens. Mais c'est très enfantin, Cameron, c'est toujours un peu la limite. Justement, les Cameron avec Terminator, à la fois c'est très beau et en même temps c'est vraiment des films de petits garçons, quoi. Et Avatar, c'est ça. Mais ça dit des choses assez belles, sur le corps, On va s'arrêter là, peut-être. On a bien discuté. J'ai fait choisir à Jérôme quelques films qu'il a mis sur la table. On va si tu veux nous dire, je te donne 3 mots pour chaque film, pas pour chaque film, pour 2 films. Okay. Woman on the Run, ça c'est un. Alors si vous l'avez pas vu, voyez-le. C'est simplement que je l'ai vu parce que l'exercice là, apparemment pour les gens qui veulent présenter des choses chez vous, et c'est une très bonne idée, c'est que c'est un peu on doit choisir un certain nombre de films. Celui-là je l'ai vu, il m'a tapé tout de suite, je l'ai découvert il y a quelques années à l'occasion de cette édition par des concurrents à vous, mais qui travaillent bien aussi, qui s'appelle Woman on the Run. Norman Foster avait travaillé avec Orson Welles, il y a tout. Bon, je vous laisse vous documenter là-dessus, mais c'est vraiment un modèle de série B, vraiment dans ce que la série B hollywoodienne a pu avoir de plus sublime. C'est une histoire très très belle. Et puis et surtout j'ai un trou, cette actrice extraordinaire qui a joué pour Hawks notamment dans Aller coucher ailleurs, c'est Anne Sheridan, qui est fantastique. En gros, c'est l'histoire je raconte pas vraiment l'histoire, mais l'idée du film, c'est l'histoire d'une femme qui va devoir suivre une sorte de jeu de piste pour sauver son mari qu'elle n'aime plus, et en fait le jeu de piste va la ramener à travers les différents épisodes de leur histoire amoureuse et la rendre à nouveau amoureuse petit à petit. Ça doit durer à peu près 1h10. C'est un chef-d'œuvre total, c'est très très beau. D'accord. Et au hasard et pas au hasard, j'ai Cyclone à la Jamaïque que tu avais mis ça. Il se trouve que je l'ai revu. Enfin, je l'avais vu quand il est ressorti en salle il y a quelques années, il y a peut-être 3-4 ans. Et je viens de le revoir. Avec James Coburn et McKendrick. Avec Coburn et Anthony Quinn. C'est on parlait de justement, sans faire un lien à tout prix, mais la Section Hero, c'est vraiment un film sur l'idée que le cinéma, c'est l'enfance. Bon, il y a beaucoup de films qui ont rappelé ça. Celui-ci fait partie de ces films. Pour dire que le cinéma, c'est l'enfance, pour le dire comme Serge Danel le disait par exemple, on en revient toujours aux 2 mêmes films qui sont évidemment des chefs-d'œuvre absolus, qui seraient La Nuit du Chasseur et qui serait Les Contrebandiers de Moonfleet. Et ça, c'est une sorte un peu de film jumeau des Contrebandiers de Moonfleet, puisqu'on est dans le même cadre de film. C'est un film de pirates. Et ce sont des enfants qui vont faire l'apprentissage de la vie d'une manière au moins aussi dure que dans le film de Fritz Lang. C'est un film très étonnant, pour le coup très comme tous les grands films sur l'enfance, tous les grands films hollywoodiens notamment sur l'enfance. C'est un film assez cruel, mais voilà, qui est un très grand film aussi. Super, parfait. Bon, ils seront sur la table. Ton ouvrage, ton livre est en vente. Il est sur la table si tu veux le dédicacer à ceux qui l'ont ou ceux qui veulent bien l'acheter. Voilà. Merci à toi d'être venu. Merci à vous. Et merci à vous d'être venus. Merci.